Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Olicard. Tu le connais peut-être en tant que mentaliste renommé, mais il est bien plus que ça. Showman, entrepreneur, vidéaste, auteur, Fabien m'impressionne à bien des égards. Au-delà de son parcours, nous plongerons dans un sujet qui me tient profondément à cœur, celui d'oser réaliser nos envies, nos idées, nos projets. J'ai pas de problème à arrêter quelque chose, à commencer un autre, et j'ai pas de problème à changer de route plein de fois et à tester surtout des choses. Parce que tu sais, quand tu as un but qui est trop défini dans ta vie, je veux être ça et faire ça, c'est la finalité professionnelle. Mais du coup, les opportunités qui vont pas dans ce sens-là, tu vas les fermer parce que tu vas dire attends, j'ai pas mis tout ça en place pour rien. Nous aborderons la notion de prendre des risques, d'essayer et d'avoir les bons réflexes. Toujours chercher solution et penser solution. Ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas si dur à faire parce que c'est une décision personnelle de penser solution. Mais aussi l'art de dire non. J'ai refusé aussi des trucs comme ça chez Drucker et tout. Pas un artiste refuse ce genre d'exposition. Je les ai refusés sciemment parce que ça suivait pas mes aiguilles et ma boussole. Fabien nous plongera dans une discussion sur la connaissance de soi, la spiritualité, voire même la voyance. J'ai l'impression qu'on pourrait catégoriser en fait les voyants en 3 catégories. C'est une masterclass audacieuse pour apprendre à écouter ses envies sans se mentir que je te propose aujourd'hui. Prêt à plonger dans cette aventure captivante avec Fabien Olicard ? Eh ben écoute, let's go ! Mais avant ça, laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un commentaire. Ça me serait d'une aide vraiment précieuse et ça ne te prend que 2 secondes. Et sur le podcast, l'Instagram Osez by Nico, découvre les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Fabien. Salut. Comment vas-tu ? Je vais très bien, d'autant plus que je me sens à l'aise puisqu'on est chez moi. Donc, on est chez toi. Et merci de m'accueillir chez toi. Merci d'être venu plutôt. Et pour le coup, c'est ultra mignon. C'était nouveau bureau, il me semble. Oui, exact. On est là depuis moins d'1 mois et comme toi, tu l'as vu en arrivant, c'est encore en carton, en emménagement. Oui, bah effectivement, mais il y a déjà énormément de choses, en tout cas, qui traînent partout. C'est un vrai univers. J'ai l'impression que tu as voulu créer ici et ça se ressent quand on arrive. Ouais, c'est la petite caverne d'Ali Baba. En fait, on avait plusieurs bureaux. Parce qu'au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée, je prenais des bureaux supplémentaires, mais j'ai toujours une espèce de besoin de protection de... Je sais tenter quelque chose, tu vois, je sais oser, mais je sais aussi prévoir le plan B si jamais c'était un peu une connerie, si jamais j'étais trop gourmand. Donc, il faut que je sois capable de réduire la voilure et de revenir à la position juste avant pour pas péricliter en fait en réalité. Donc c'est pour ça que j'avais plusieurs bureaux différents parce que c'était plus facile d'en libérer un si nécessaire. Et puis finalement j'avais 3 bureaux dans Paris. C'était une galère, on savait jamais où étaient les choses, on parcourait. 3 bureaux ça coûte cher en plus parce que 3 fois EDF, 3 fois Internet, 3 fois l'assurance. Donc là que tout roule bien quand même depuis quelques années, j'ai dit ok, il nous faut maintenant notre cocon. Un vrai lieu qui soit aussi une caverne d'Ali Baba, qui soit un lieu créatif, mais un lieu de travail, mais un lieu aussi où on se sent bien. Et c'est comme ça qu'on a adhéré ici. Effectivement, je pense qu'avoir 3 bureaux comme tu pouvais avoir, ça représente un peu ta vie, parce que j'ai l'impression que tu as eu 10 000 projets. C'est même pas j'ai l'impression, tu as eu 10 000 projets. C'est vrai. C'est l'objet de ton dernier livre. C'est pour ça que j'ai voulu te contacter. Votre idée va devenir réalité. Ce livre qui me parle tellement, qui, je pense, est le livre qu'on doit lire si on veut mettre en réalité ces idées. Et je pense qu'il y a tellement de gens qui ont des idées mais qui ne passent pas à l'action. Et ce livre va aider finalement à se poser les bonnes questions, à avoir les bons exercices et en même temps, c'est bourré d'exemples personnels qui permet aussi de voir comment toi c'est pas juste un guide théorique finalement. Non, c'est ça que j'aime bien. Et puis c'est presque pas un guide, c'est-à-dire que je crois que le plus dommage ce serait de tout suivre à la lettre, tu vois. C'est un partage d'expérience et du coup, il y a aussi mes ratés dedans, mes difficultés. Et parce que j'avais besoin de les mettre pour expliquer, voilà, ça sort pas de mon chapeau, voilà dans quelle mouise je me suis mis, voilà comment je m'en suis sorti, voilà comment je l'ai analysé, c'est quoi les outils que j'ai utilisés. Et c'est une espèce de boîte à outils géante, alors même si il y a un sens pour propager en fait la création, la réalité d'une idée, on peut se dire, ça me parle, ça va m'être utile. Ça, moi, j'ai déjà ma propre méthode et elle marche mieux que celle de Fabien. Là, par contre, je vais m'inspirer de ça. Et c'est ça que j'aime bien, c'est de pas faire un guide, mais un vrai partage d'expérience. Parce que des idées, on en a tous, quoi. Et je crois que c'est pas dur d'avoir une bonne idée. Enfin, c'est pas que je le crois, c'est que j'en suis sincèrement convaincu. Je peux même le démontrer. On a tous des très bonnes idées. Les 2-3 problèmes, c'est que le premier, c'est qu'on la note pas, donc on va très vite l'oublier aussi. Parce qu'une idée, ça apparaît dans un contexte. Peut-être là, nous, en discutant, on va avoir une super idée.
elle n'existe que parce qu'on est assis là aujourd'hui, toi et moi, en train de discuter, etc. Ouais. La deuxième chose, c'est que c'est facile de fantasmer sur une bonne idée, mais quand on fantasme sur une bonne idée, on n'est pas en train de voir les problèmes qu'il y a à résoudre pour qu'elle existe. On est justement que dans le fantasme. Et puis le troisième truc, c'est que une bonne idée, ça génère de la dopamine dans le cerveau, une espèce d'hormone du bonheur. C'est très excitant, mais comme c'est délivré par le cerveau, ça régresse après et la dopamine ne fait pas son effet. Et du coup, l'idée, elle paraît un peu moins brillante, tu vois, un peu moins excitante. Et puis ça tombe bien parce qu'il y a une autre idée qui est apparue, qui va régénérer de la dopamine, et puis notre attention va faire « Ah ouais, c'est mieux là ». Et en fait, ce qui est dur, c'est pas d'avoir une idée, c'est d'aller au bout d'une idée. Et j'aime bien parler d'idée parce que en vrai, on met ce qu'on veut derrière. Ça peut être un projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un objectif. Mais je parle juste d'idées. Tu vois, moi, j'ai un pote, ça fait des années, qui m'explique qu'il va faire le tour de l'Europe en train. Voilà, c'est une idée, c'est une bonne idée. Ouais. Et je suis quasiment certain qu'il le fera jamais. Parce que juste, il en parle. Et d'idées, on peut parler d'envie aussi. On peut parler d'envie. Mais de toute manière, je crois que tu as raison. Une idée, c'est une envie. Hein. Ouais. C'est pour ça que ça doit générer de la dopamine, dans le fond. Totalement. Parce qu'on a tellement envie de ça que ça provoque, même chimiquement dans le cerveau, un élan vers, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a envie de la finalité. Tu vois, ouais. Quand on a envie, on voit ouais. La fin. Tu vois, le jour où tu as pensé à faire ce podcast, tu as eu envie des vidéos que tu as publiées là. Tu vois, mais il a fallu trouver à un moment donné la motivation, la persévérance, les qualités qu'il te fallait pour trouver le matériel. Je pense que tu connaissais rien en caméra, en son, en micro, en plateforme d'hébergement. Ouais. Bon, ça ressemble à des problèmes, il faut les solutionner, tu vois. Donc on a envie de la finalité, mais il faut se donner les moyens d'aller vers la finalité. Et tu as vu, on n'a pas parlé de réussite, tu vois, de succès. On parle d'aller au bout déjà de l'idée. Ouais. Et d'aller au-delà de ses peurs. Ouais. Tu vois, parce que toi, quand on revient, en fait, moi, ce qui m'a impressionné, parce que finalement, je te connaissais sans te connaître. En gros, je savais, Fabien Olicard, il est mentaliste. Tu peux mettre les étiquettes. C'est un peu ce que j'avais. Et quand j'ai regardé, mentaliste, showman, entrepreneur, vidéaste, auteur, plus de 5 millions de personnes te suivent. Ouais. Quand j'ai vu que tu avais 2 millions sur YouTube hier, je me suis dit, oh putain, j'ai quand même. Tu vois? Et je me suis dit, mais t'es à la fois l'artiste comme la personne dans l'ombre. Oui. Tu as ces deux. En fait, quand on lit un bouquin comme ça, j'ai pas l'impression qu'on voit l'artiste en premier lieu. On va voir l'expert qui va expliquer quelque chose. Et pourtant, derrière tout ça, il y a une vidéo de toi où tu parles de ton premier zénith en tant que mentaliste. Moi qui adore les coulisses, j'ai adoré cette vidéo où on te voit comment en fait, t'es à la fois sur scène, mais t'es aussi tout autour. Oui, je produis le spectacle aussi, donc. Quand t'étais petit, attends, t'avais ça en toi ? Ouais. T'as toujours eu cette âme artistique ? Ouais. Et l'âme d'entrepreneur aussi, tu vois. Parce que en fait, moi, ce qui m'intéresse le moins dans l'entrepreneuriat, c'est le business, tu vois. C'est preuve en est, tu vois, des équipes que tu as rencontrées ou des locaux. Un artiste n'a pas autant de personnes qui travaillent avec lui. Moi, ce qui me plaît, c'est de créer des équipes. Donc, tout ce qu'on génère en argent, comment je peux le réinvestir, tu vois. Mais le côté entrepreneur dans le mode jeu vidéo, tu vois, on avance dans un jeu, on veut passer des niveaux, on veut vaincre des boss et tout. Ça me plaît. Quand j'étais petit, ma mère, elle m'a rappelé un souvenir. J'avais une petite table avec 2 petites chaises et je sais pas quel âge j'avais, mais je la faisais venir à mon bureau et on discutait. Alors, comment ça se passe votre journée ? Tu vois, donc j'avais ce truc-là, tu vois, mais en même temps, j'avais aussi la fibre artistique parce que je prenais 3 bouts de carton et je montais des décors et je faisais un spectacle à mes parents et à la famille. La chose amusante, parce que t'as dit un truc, t'es le premier à mettre le doigt dessus et à en parler. Je suis autant dans l'ombre que dans la lumière. Et quand je faisais des petits spectacles pour ma famille, mon moment préféré, c'était trouver les cartons, créer les décors, imaginer le spectacle, leur faire des petits billets pour venir voir le spectacle dans le salon. Tu vois, c'était presque plus intéressant pour moi que la finalité qu'était le spectacle. Et encore aujourd'hui, quand j'ai fait mon spectacle à l'Olympia, par exemple, tout le monde me dit alors, c'est fou, t'es à l'Olympia, tu dois être surexcité. Alors, pas tellement parce que déjà, comme c'est moi qui l'ai produit, l'Olympia, c'est moi qui l'ai réservé il y a 1 an et demi avant, donc j'ai aucune surprise qu'il existe, tu vois. Il y a pas, c'est pas genre oh là là, j'ai de la chance, ça m'est arrivé. Non, j'ai tout fait pour le faire moi-même. Et ça a été 3-4 jours après, dans le souvenir, je me suis dit, c'était sympa quand même, on l'a fait. Mais dans l'instant, la finalité,
sais, c'est le voyage. Hein, c'est la phrase bateau, beaucoup de gens disent ça, mais le voyage compte plus que la destination, et je suis assez d'accord avec ça. Et je vis les voyages pleinement. Et je crois que si j'avais le choix dans la vie, je suis pas sûr que j'aurais fait autant de spectacles que ce que j'ai fait. J'ai fait du spectacle parce que j'avais pas les moyens de produire quelqu'un ou d'écrire pour quelqu'un à ce moment-là. Mais je voulais vivre toute cette mise en place, tout ce jeu qu'il y a derrière. Et donc, le plus simple, c'était de monter sur scène moi-même et de faire les deux côtés. Mais je trouve ça assez notable que tu aies précisé que je suis autant dans l'ombre, dans la lumière. Tu es le premier à le dire. Et je pense que ma vie, elle est composée de 90% travail de l'ombre pour les 10% de travail de la lumière que les gens connaissent. Et pourquoi t'aurais pu être chanteur ? T'aurais pu être acteur, t'aurais pu faire plein de choses dans la lumière tout en ayant cette casquette de l'ombre. Vrai. Pourquoi le mentalisme ? En fait, quand je suis monté sur scène, j'ai parlé de la seule chose qui m'animait. Et du coup, moi, je me suis jamais dit, tiens, plus tard, je vais être mentaliste. En fait, je me suis dit un jour, je vais faire des spectacles. Et du coup, je vais parler de quoi ? Je vais parler de ce qui me passionne le plus depuis le plus longtemps. Et depuis l'âge de 8 ans, comment fonctionne le cerveau, le mentalisme, l'illusionnisme, c'est quoi le détournement d'attention. Tout ça, c'est ce qui me fascine, toute cette science-là et tout cet art-là, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis sur scène, en fait, pour parler de ce qui me passionnait le plus et pour générer la passion chez les gens. Alors, ça peut paraître très altruiste. En même temps, c'était un peu protecteur. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est faire marrer les gens pendant 2 heures. C'est la forme du spectacle, c'est ça. Je fais rigoler les gens. Mais faire rigoler les gens à blanc, ça demande quand même un certain courage. Je pense que c'est le même courage qu'il faut pour un chanteur pour oser chanter devant des gens. Et je pense que c'est le même courage qu'il faut pour un acteur pour oser incarner quelqu'un qu'on n'est pas. Moi, j'avais de la chance. En prenant mon truc, ça transmettait aux gens une forme de curiosité. Et en même temps, j'étais un peu protégé par le fait que c'est qui je suis vraiment, c'est ce que je connais vraiment. Et en plus de ça, régulièrement, il y a un truc qui va vous bluffer, donc je prends pas trop de risques sur le rythme du spectacle, puisque régulièrement, il y a un vrai coup de bluff et les gens font « Oh, il est fort quand même », tu vois. Donc c'est presque un manque de courage de le faire. Mais c'était chouette parce que tu vois, quand j'ai vraiment commencé la scène dans les théâtres 2010-2011, on me reprochait souvent de ne pas avoir créé de personnage. Depuis très longtemps, dans le one-man show et dans le mentalisme aussi, on dit qu'il faut avoir créé son personnage, tu vois, etc. Et moi, j'avais joué la carte de je serais le plus naturel possible. Et c'était à contre-courant à l'époque. Et aujourd'hui, tu vois, avec le stand-up, on est revenu à ça de il faut être le plus sincère possible. Du coup, j'avais un coup d'avance là-dessus, tu vois. Et je pense que c'est ce qui a fait ma petite spécificité scénique de apparemment, il parle d'un truc qu'il adore et qu'il connaît depuis très longtemps. Et je crois que c'est vraiment lui qu'on voit sur scène. C'est le même lui qu'on a vu après la scène, tu vois. Ça a été compliqué pour ta famille ou d'où tu venais de peut-être d'aller dans le monde du spectacle, sur quelque chose... Enfin, à part... à ma connaissance, j'ai pas l'impression que tes parents soient mentalistes ou artistes. Non. Du coup, ça a été compliqué pour toi de mettre ces projets en place et en fait, finalement, de sortir de ce qu'on t'avait un peu inculqué dans ton éducation ? Pas tellement. Alors moi, mes parents, sont des gens manuels. Donc mon père était artisan, tu vois, par exemple. Ma mère, elle a été couturière, elle a fait des ménages. Donc on valorise quand même le travail qui demande un effort qui fait transpirer physiquement, et on valorise ça. Et ils ont bien raison, parce que travailler toute sa vie sur des chantiers, c'est pas une mince affaire, tu vois. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, au collège, on me disait attention, faut bien travailler, sinon tu vas finir en CAP. Tu vois, c'était une menace, quoi. C'était péjoratif. Aujourd'hui, tous ceux qui ont fait des CAP dans ma classe, ils ont du taf, ils sont électriciens, ils ont du boulot, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais à mon époque, on dévalorisait un peu les travaux dits non intellectuels, tu vois. Sauf que moi, par contre, comme j'ai arrêté l'école très tôt, j'ai commencé à travailler aussi très tôt et à être indépendant très tôt. Hein. À 18 ans, j'avais mon taf, mon appartement, tout ça. Donc, quand j'ai commencé à faire du spectacle, j'étais déjà parti de chez mes parents. Tu vois, il n'y avait pas de... Et surtout, ma vie n'a pas de but. Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Toujours pas aujourd'hui. Je t'ai entendu dire ça un jour. Sais pas. Je trouve incroyable que tu dises ça. Je ne sais pas vraiment ce que je fais dans la vie. C'est pour ça que je fais plein de trucs et je fais pas ce que je ferai plus tard. Et je me souhaite une chose, c'est de jamais savoir ce que je vais faire quand je serai grand. Tu vois, parce qu'avec cette manière de penser, j'ai jamais à faire le deuil de ce que j'ai commencé à faire. Ce que je veux dire, c'est que je suis flexible, je vais
là où j'ai envie d'aller, des trucs que je trouve un peu sexy. Donc, j'ai l'opportunité un jour de faire un peu de spectacle. Je fais du spectacle. J'aime ça, j'y reste. La vraie histoire de mes spectacles dans les théâtres, c'est que avant 2011, je travaillais essentiellement à l'étranger. Je donne des conférences sur la mémoire, etc. Mais c'est un hasard de la vie, ça aussi. Hein. On va pas remonter, on va pas faire toute la genèse. Mais je rencontre un gars à Yalta qui s'appelle Jérôme, qui est comédien en France et qui me dit tiens, si un jour tu veux faire du théâtre, j'ai des copains humoristes, ils ont acheté un théâtre à Paris, un 50 places, ça s'appelle la Comédie des Trois Bornes, je pourrais te donner le contact. Et moi, en 2010, j'ai une relation depuis plus de 2 ans avec une jeune femme qui habite à Paris, qui est danseuse. Et je me dis, je poserais bien mes valises un petit peu à Paris, tu vois, pour qu'on se voit un peu plus. Je me dis, attends, si je pose les valises à Paris, moi, il faut que je m'occupe. Le gars d'Yalta, Jérôme, ses copains qui ont un théâtre, il est où par rapport à chez elle? À côté, formidable. Je les contacte, j'arrive à les convaincre qu'ils me prennent sur scène, j'ai jamais fait ça, moi. C'est-à-dire, je sais pas ce que c'est, une mise en scène, une écriture, ça, je vais le découvrir par la suite. Hein. Et j'arrive à les convaincre et on signe pour 3 mois ensemble. Et je me dis, c'est bien, ça va me faire 3 mois à Paris où je vais jouer une fois tous les mardis chez eux. C'est tout. Et ce truc-là donc le spectacle dans les théâtres devait durer 3 mois. Et donc, ça fait 12 ans que ça dure 3 mois, tu vois. Mais parce que c'était pas un but. Mais ça veut dire que j'ai complètement arrêté les conférences à l'étranger. Tu vois, mais comme ça aussi, c'était pas un but, alors que j'adorais faire ça, j'ai pas de problème à arrêter quelque chose, à commencer un autre, et j'ai pas de problème à changer de route plein de fois et à tester surtout des choses. Parce que, tu sais, quand tu as un but qui est trop défini dans ta vie, je veux être ça et faire ça, c'est la finalité professionnelle, mais du coup, les opportunités qui vont pas dans ce sens-là, tu vas les fermer parce que tu vas dire, attends, j'ai pas mis tout ça en place pour rien quand même. Moi, j'ai rien mis en place. Tu vois, le seul truc que j'ai mis en place, c'est d'être heureux dans ce que je fais. J'ai pas de mal à me lever, j'ai jamais eu de réveil matin, j'ai pas besoin d'un réveil pour me réveiller, je suis tellement content de ce que je fais que vers 5h30, 6h, j'ai les yeux qui s'ouvrent et je suis là, allez, c'est parti, quand on commence la journée. J'aime bien avoir du rythme dans mes journées, j'aime bien faire ce que je fais, j'aime bien essayer. Et dans tout ce que j'ai fait, on peut avoir une lecture un peu erronée, je crois que j'en parle dans le livre d'ailleurs, on peut avoir la lecture un peu goldée. Il a fait ça, ça a cartonné, il a fait ça, ça a cartonné, mais en fait, c'est le biais du survivant. Vous ne connaissez que ce qui a cartonné. Vous ne connaissez pas tout ce qui n'a pas fonctionné d'un point de vue entrepreneurial, commercial ou grand public. Pourtant, ça existait. Et j'ai pas moins de plaisir pour ces choses-là. Et elles m'ont appris beaucoup, elles m'ont apporté beaucoup de bonheur. Tu vois. Fois où tu as lancé un magazine, où tu t'es retrouvé avec tes Bien palettes. Sûr, avec des palettes de livres. En bas de chez toi, parce que tu n'avais pas du tout anticipé le nombre de palettes, mais c'est ce qui s'appelle en tout cas expérimenter, essayer. Ah ouais. Moi je crois au fail fast. Tu rates rapidement pour apprendre beaucoup. Ouais. Tu m'as donné un truc que je viens de comprendre, que j'avais pas compris chez moi. C'est que quand tu dis que t'as pas de but, tu fais. Et donc, du coup, effectivement, il y a presque pas de pression. C'est exactement ça, il y a pas de pression. J'ai voulu être... on a un point commun, on a fait l'Olympia, tous les deux. Et moi, c'était en tant que musicien, dans une comédie musicale. Et c'était mon rêve, et je voulais être musicien, etc. Donc, j'ai tout donné pour faire de la musique. J'ai fait des choses qui ont planté, des choses qui ont marché. C'est pour ça que tu places si bien ta voix, du coup. Ah, je sais, ouais, peut-être. Et j'ai arrêté la musique, mais je l'ai vécu comme un deuil. Parce que je partais sur autre chose. Et là, je suis parti dans l'entrepreneuriat. Ça n'avait rien à voir dans l'entrepreneuriat immobilier. L'investissement immobilier. Puis, j'en avais ras-le-bol de pas avoir de thune. Donc, j'ai dit, maintenant, on aura de la thune. Mais du coup, j'ai changé de casquette. Mais en mode, c'est mon but. Je serai investisseur immobilier et je ferai des conférences sur l'immobilier. En 4 ans, je faisais des conférences sur l'immobilier. Et là, je suis en train d'arrêter ça pour faire le podcast. Et je le vis comme un deuil. Parce que je me suis tellement identifié à ce projet. Oui, c'est ça, exactement. Tu n'es pas ce que tu fais, en fait. Tu vois, ce que tu fais reflète qui tu es, mais toi, tu n'es pas ce que tu fais. Et donc, en fait, le point commun avec le musicien de l'Olympia, avec le conférencier en immobilier, avec ce gars qui fait des podcasts, c'est juste toi, tes valeurs, tes compétences, ta curiosité, ta manière de partager. Et si on creusait, on trouverait des points communs. La musique, c'est fait pour partager une émotion. Et donc, transporter les gens et les tirer vers le haut. Les conférences sur l'investissement immobilier, forcément, tu vas générer des émotions parce que tu veux les motiver en fait à aller dans ce qui te passionne toi, et donc tu veux véhiculer cette émotion et les tirer vers le haut. Les podcasts que tu fais, comme c'est de l'audio, tu essayes en même temps par ta mise en scène, etc., de véhiculer une émotion et de tirer les gens vers le haut. Donc en fait,
Nico, tu fais toujours la même chose. C'est juste la forme qui change, tu vois. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis persuadé que je fais la même chose depuis le départ et que c'est juste les observateurs extérieurs qui ont l'impression que je fais des choses différentes. Mais moi, j'ai l'impression que je fais qu'une chose, être moi-même, être Fabien depuis le départ, dans mes mêmes passions et mes mêmes valeurs, et que à chaque fois qu'on creuse comme ça au centre d'une personne, on retrouve 2-3 mots qui peuvent le définir. Ouais, et tu vois, des mantras, toi. Ouais, c'est des mantras. Moi, c'est la liberté, l'autonomie, tu vois. Donc, tu t'es posé ces questions à 15 ans. Ouais. À 15 ans, tu Ouais. t'es demandé qu'est-ce qui me rend heureux. Ouais. T'as fait une liste. Ouais. J'ai fait une liste de tout ce qui pouvait me rendre heureux. Alors, une liste sur 2 pages, enfin, recto verso, où je mettais tout sans me juger. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Avoir une PlayStation pour jouer à Tony Hawk's, tu vois. Mais qu'est-ce qui me rendrait heureux? Avoir une belle maison. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Rencontrer d'autres cultures dans d'autres pays. Donc, tu vois, ça balayait tout. J'ai fait 2 pages recto verso. J'avais pas encore l'idée des mantras, tu vois. J'ai commencé un peu en mode, faut que je fasse un point, en fait. J'ai plein d'envie dans la vie, j'ai toujours eu plein d'envie, je pétille d'envie. Faisons le point. J'ai eu tout ça, je me suis dit, bon, c'est trop, mais ça doit vouloir dire quelque chose. J'ai essayé de résumer, tu vois, en moins de phrases, ces 2 pages. Tu vois, cette page recto verso, en me disant, attends, quand je mets que je veux une belle maison et que je veux une belle voiture, et, en fait, je veux du confort et de la sécurité, c'est ça que je veux. Donc, tu vois, j'ai essayé de résumer, et je crois que j'ai eu genre une vingtaine de phrases qui résumaient. Je me suis dit, c'est pas mal, peut-être je peux aller plus loin. Et donc, j'ai commencé à résumer ces 20 phrases en 4-5 phrases. Et après, je me suis dit, peut-être je peux aller plus loin. Je me suis dit, je vais essayer de tout résumer en un mot. C'était ça mon objectif. J'ai pas réussi en un mot, mais j'ai réussi en 2 mots avec autonomie et liberté. Et je me suis rendu compte que ça, c'était des aiguilles d'une boussole du bonheur. Si je vais dans la direction de l'autonomie et de la liberté, je serai toujours heureux. Et ça s'avérait vrai, je te spoil déjà la fin. Et c'est pas les mêmes aiguilles pour tout le monde. Tu vois, j'ai fait ce truc de mantra sur des amis, sur mes ex, sur les trucs comme ça. Il en ressort toujours 2 à 3 mots finalement, mais jamais les mêmes. J'ai jamais vu 2 fois la même combinaison. Par contre, là maintenant je le dis de haut de mes 41 ans, donc je pense que je peux témoigner que ça fonctionne depuis l'âge de mes 15 ans. Il y a des fois, je les ai suivis en me disant, je fais une connerie. Et en fait, non. C'était la bonne décision. Mais c'est tes valeurs, en fait. Oui, c'est vrai que on parle de mantra. C'est ça. Pour toi, tu l'as exprimé de cette manière-là, mais c'est tes valeurs fortes. C'est ça. Et c'est surtout lié à mon bien-être, en fait. Tu vois, on parle de bonheur. Le bonheur, c'est plutôt une forme de stabilité, mais c'est du bien-être. Tu vois, il y a des années, en 2016, je crois, 2017, il y a l'émission C'est à vous qui cartonnait et tout. Ils me reçoivent en tant qu'invité et ils disent, putain, c'est cool, on aimerait travailler avec toi en tant que chroniqueur. Quand tu es artiste, être chroniqueur dans une émission qui cartonne 5 jours par semaine, c'est pas mal. C'est un peu un rêve pour le coup. Et donc, il me dit 5 fois par semaine, non. Et je regarde un peu ma boussole, je me dis, en termes de liberté, ça va être compliqué quoi, de faire autre chose à côté. Moi, je m'épanouis dans la diversité. Donc, il faut qu'il me reste du temps de liberté. Il y en avait beaucoup moins d'un coup. Et puis, il me dit, au niveau de la méthodologie, c'est pas dur, tu essaies de nous envoyer avant 14h ton texte, comme ça on te fait tes retours avant 15h, tu peux le retravailler, et puis après à 17h tu viens, on fait les répètes, à 18h on tourne. Là, je me suis dit, donc en autonomie, je passe à 0 là. Donc en fait, je vais le regretter de fou, je vais faire 1 an comme ça, et donc je refuse la proposition. C'est énorme, c'est vraiment... C'est pas bon, quoi, tu vois. J'ai refusé aussi des trucs comme ça chez Drucker et tout. Pas un artiste refuse ce genre d'exposition. Je les ai refusés sciemment parce que ça suivait pas mes aiguilles et ma boussole. La petite histoire, c'est que si j'avais pas refusé C'est à vous, je me serais pas lancé comme ça sur YouTube parce que j'aurais manqué d'autonomie et de liberté. Et en fait, j'estime que le fait de me lancer sur Internet a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Tu vois, donc dans l'instant ça paraît être une mauvaise décision, je sais que c'est la bonne parce que ça suit ma boussole, tu vois, et puis finalement quand je regarde dans le temps derrière, je me dis en fait il s'est passé ça grâce au fait que j'ai refusé ça, tu vois. Donc c'est pas ni bien ni pas bien d'avoir refusé ces propositions, c'était en accord. C'était juste pour toi. Ouais. Pour d'autres, ça aurait été la meilleure décision. Pour eux, ça aurait été d'accepter, par exemple, tu vois, parce qu'ils cherchaient peut-être la sécurité d'un travail régulier avec une exposition de carrière. Bon, dans ces cas-là, oui, si tu vois, la reconnaissance fait partie de tes mantras, le mot reconnaissance, j'ai un copain, j'ai trouvé ce mot-là, il veut la reconnaissance, en fait. Parce que dans les phrases qu'il avait écrites, il voulait que ses enfants soient fiers de lui, il voulait être important dans son groupe d'amis, mais en même temps il a une carrière d'artiste et il voudrait être plus connu. Et en fait,
Tu résumes tout. Reconnaissance. Tu as un besoin de reconnaissance. Alors, ouais. on peut juger, est-ce que c'est un bon besoin ou pas un bon besoin? Le fait est que c'est son besoin, en tout cas. Tu vois. Ouais. Dans ton livre, d'ailleurs, tu commences par le fait de se connaître soi. Oui. Tu poses des questions, Ouais. les forces, les faiblesses, là où on a des facilités. Ouais. C'est Là où les autres font appel à toi. Ça, c'est hyper intéressant à faire comme travail parce que ouais. c'est toujours dur de dire alors je suis bon là-dedans, je suis mauvais là-dedans, mais on est quand même biaisé dans le cerveau. Alors que si tu déportes ça par la vie extérieure, tu te dis pourquoi on m'appelle tout le temps, moi? On m'appelle tout le temps quand il y a un ordi qui a bugué. Donc déjà, je dois être bon en tech. Ok, tu vois. Pourquoi on m'appelle tout le temps? On m'appelle tout le temps à chaque fois qu'il y a une décision à prendre. Donc apparemment, je suis de bons conseils en analyse, tu vois. Et à l'inverse, hein, en quoi je suis mauvais, etc. Mais c'est très important de se connaître soi-même, tu vois. Surtout quand on veut aller au bout d'une idée, parce que sur le chemin d'une idée, il y a des péripéties. Rendre une idée réelle, c'est un film, tu vois. J'en parle aussi dans le bouquin. T'as une situation initiale, c'est qui tu es aujourd'hui. Il va y avoir un élément déclencheur, donc peut-être toi l'envie de faire un podcast. Tu vas vivre toutes les péripéties, donc comme dans un film, il se passe des problèmes à résoudre, ce qui peut avoir l'air de problèmes qui apparaissent. Donc tu les résous un à un, tu vois. Bon, c'est comment il faut acheter quel micro, comment je fais ci, comment je fais ça, comment je contacte des gens pour avoir mon podcast et tout. Et après, tu arrives à la situation finale, qui est une nouvelle situation initiale. C'est la nouvelle version, où là va naître autre chose, quoi. Et pour résoudre les problèmes, il faut se connaître. Et tu parles aussi de cette idée, j'ai bien aimé quand tu dis c'est pas faut pas chercher les problèmes, faut chercher les solutions. Oui, faut penser solutions. J'ai l'impression que ça c'est un état d'esprit. Ouais. En fait, on peut le travailler, on peut l'avoir naturellement, mais on peut aussi le travailler. Et je pense que ça fait beaucoup de choses dans une vie, justement pour aller au bout de ses idées et ses envies. Parce que si on focus uniquement sur les problèmes, à quel point on peut avancer. Ouais, faut toujours chercher solution et penser solution. Ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas si dur à faire parce que c'est une décision personnelle de penser solution. Tu vois. Tu parles d'enlever les mais par les donc, par exemple. Ouais, c'est ça. Y a des, la vie, c'est du mais donc. C'est pas du alors parce que. Et le parce que, il te fait revenir en arrière. On cherche la cause. Tu vois, le podcast a fait moins d'écoute que d'habitude. Ouais, mais parce que en fait l'algorithme il m'a trahi, parce que la personne que j'ai invitée elle a pas fait la promo, parce que oui, c'est pas une solution, hein. Tu vois, par contre tu peux avoir la solution de ok, le podcast mais le podcast a pas marché comme je voulais, donc je contacte mon invité pour savoir franchement s'il peut lui le partager aussi sur ses réseaux, mais il m'a pas répondu. Donc je décide d'avoir une stratégie de publication maintenant en amont pour teaser un petit peu les prochains podcasts, mais ceci et donc cela, et en fait toujours tu es en train d'avancer, trouver des solutions, tu vois. C'est un message que tu me passes pour... Mais non, mais je prends des exemples. Je prends un exemple concret parce qu'à la limite si ça te sert, tu vois. Surtout qu'il est possible que l'épisode sorte le jour de ton anniversaire. J'y pensais. Ah oui, le 22 novembre. Ouais. Alors là, c'est sûr que je partagerai pas, je serai appelé Yel en train de me concentrer. Mais... Ah oui, mais oui, t'es appelé Yel 22. Je l'ai mis le jour de mon anniversaire. J'ai cherché qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mon anniversaire, sincèrement. Alors j'ai pas des grands besoins sociaux, d'être entouré de plein de gens. C'est pas un vrai besoin chez moi. Donc faire une fête, limite ça m'angoisse, tu vois, de me dire oh là là, faut inviter, mais j'invite qui, je fais ça où et tout. Et je me dis mais en fait moi ce que j'aime c'est jouer avec le public. Bah, je fais monter une représentation le jour de mon anniversaire, et comme ça quand on me dira qu'est-ce que t'as prévu pour ton anniv, ah ben moi je suis appelé Yel. Je suis occupé, je suis avec le public. Ça va être un chouette cadeau. Oui, c'est avec ton spectacle Archétype. Ouais, c'est ça. Ça signifie quoi pour toi Archétype? En fait le précédent spectacle il s'appelait Singularité, parce que je crois qu'on est tous singuliers, et en même temps on est tous un peu pareils finalement, les êtres humains, on a 86 milliards de neurones qui fonctionnent de la même manière, mais dans Archétype, je ne sais pas ce que je vais te dire ou pas, parce qu'il y a des trucs que je révèle dans le spectacle. En gros, je dis on est tous mentalistes. Être mentaliste, c'est avoir un cerveau et s'en servir. Donc a priori, on a tous un cerveau. Ne doute pas de toi, Nico. Mais après, je bascule en disant on est tous mentalistes, mais il existe plusieurs sortes de mentalistes. Le mentaliste qui sait tout sur tout, c'est le mentaliste Wikipédia. Le mentaliste analyste, un petit peu comme Sherlock Holmes. Et c'est un prétexte dans le spectacle pour passer tout le monde d'un archétype à un autre. Et je vais le dire quand même, j'hésitais à le dire ou pas, mais donc ce qui est assez marrant, c'est de voir que tout le monde est à fond à vouloir reconnaître quel est son archétype durant le spectacle. Et un peu avant la fin du spectacle, aux 3/4,
je dévoile le poteau rose, qui est qu'en fait, personne n'est un archétype. En fait, on est l'ensemble de plusieurs archétypes et parfois, à différents moments de la journée ou de la vie, un archétype prend le dessus et émerge. Mais on est la somme de tout ça et on est inclassable et irrangeable dans des cases. Et c'est assez marrant parce que le cerveau n'aimant pas le vide, il adore qu'on le catégorise. Et c'est pour ça que même si tu ne crois pas en l'astrologie, t'adores regarder qu'est-ce qui est prévu pour ton signe astrologique cette semaine, tu vois. On a un besoin d'appartenance, en fait. Tu vois, on a besoin d'appartenance à un groupe. On a besoin... Quand on est ado, on voit, tu vois, moi, à ma génération, il y avait les skateurs, les rastas, les gothiques, tu vois, les gars du hip-hop. On aime ce sentiment d'appartenance, donc on a envie de faire partie d'un archétype. Mais en réalité, et c'est une bonne nouvelle, on rentre dans aucune case et tant mieux. Et c'est un truc qui est assez terrifiant. En France, on est très fort en plus pour bien verrouiller les cases, tu vois. Moi, on parlait de mon spectacle, par exemple. C'est un grand problème pour la Fnac, pour vendre les billets. Ils m'ont appelé, il m'a dit, est-ce qu'on le met en one-man show ? Enfin, dans quoi on le met ? Je fais, il y a quoi ? Et ils me disent, qui peuvent te correspondre ? On a one-man show, humour, magie, mentalisme, science ou vulgarisation scientifique. Je fais, mets les 6. Il me fait, non, c'est pas possible, d'en mettre qu'un. Je dis, alors tu crées une nouvelle case, tu l'appelles Fabien Licard, parce que moi je vais pas en choisir un. Et je lui ai dit au gars, Sébastien, je lui ai dit, mais si demain je veux faire du jonglage, j'ai pas le droit parce que c'est pas marqué, tu vois. Enfin, il faut pas se laisser enfermer dans les cases et on a tendance à s'y auto-enfermer, tu vois. Le livre, c'est pareil, hein, c'est terrible. Dans les librairies, tu vas le retrouver en ésotérisme, rien à voir, mais ils ont entendu parler d'un mentaliste, ils se disent, je vais le mettre en ésotérisme. Tu le retrouves en sciences, tu le retrouves en développement personnel, tu le retrouves en business, tu le retrouves en artiste, tu le retrouves en influenceur. Ils savent pas où le ranger. Mais ça me va. Tu vois, ça veut dire que j'ai continué à être cohérent avec moi-même et à me dire, je fais en sorte de pas plaire à une case en particulier et je mets vraiment ce que j'ai envie de mettre dedans, quoi. Et dans tes idées, quand tu as une idée qui devient une envie, comment tu arrives à prioriser finalement ? Parce que tu fais beaucoup de choses justement, c'est ce qu'on disait, il y a quand même beaucoup de projets. À quel moment tu arrives à te dire, bon bah ça va, c'est le bon moment, je commence cette idée. Surtout avec cette idée de dopamine au début où on a tendance à voir la fin, t'en parles dans ton livre, un pote qui voulait écrire un spectacle et en fait il avait déjà fait la pochette avant même... il avait vendu une date avant qu'on écrive. Et je suis très comme ça. J'aime beaucoup voir la fin avant. Bien sûr. Et ça donne envie, ça donne l'élan, mais à un moment donné, il y a tout le chemin. Ah oui. Et le chemin, c'est ce qui est le plus important. Il va falloir le bouffer, quoi, ce chemin-là. Il y aura pas le choix. Non, comment je choisis ? Écoute, j'ai plein d'outils. Déjà, j'utilise des filtres. J'en parlais dans un autre bouquin qui s'appelle Votre temps est infini. C'est des filtres qui m'aident à décider plus vite. Donc, ils changent en permanence, ces filtres, dans leur ordre. C'est un peu comme des tamis dans lesquels je peux faire passer une idée. Par exemple, il y a 15 ans en arrière, le premier filtre dans la vie pro, c'était rentabilité financière. Il fallait d'abord que ça tape là-dedans. Et le dernier filtre, c'était le fun, tu vois. Aujourd'hui, le premier filtre, c'est le plaisir. Donc, j'ai de la chance, tu vois. J'ai assez de ressources et de trésorerie pour me le permettre pour l'instant. Donc, je suis dans une phase où le premier filtre, c'est le fun, le plaisir. Donc, je peux faire plus facilement de la recherche et du développement, tu vois. Après, en deuxième filtre, j'ai le développement de carrière. Et après, toujours dans l'aspect professionnel. Et en troisième filtre, seulement j'ai la rentabilité financière. Ce qui fait qu'aux grandes dames de mes équipes, on lance pas mal de projets qui nous font perdre de l'argent, mais c'est pas grave, tu vois, parce que parfois de ces projets en émerge un qui d'un coup rentabilise tout. Donc j'ai dans la vie perso aussi, j'ai des filtres comme ça, tu vois. Ça c'est le premier truc. Après, la deuxième chose, c'est de connaître un peu ma ressource mentale, ma ressource temporelle et ma ressource financière aussi pour mettre en place une idée. Et je pense que c'est la ressource la plus sous-estimée, c'est la quatrième, c'est la ressource d'énergie. Et l'énergie est plus forte que le temps. Je te donne un exemple concret, parce que moi je me suis fait des délires dans ma vie. J'ai fait un étalot de quand est-ce que mon énergie correspondait au temps réel. En gros, c'est faire la vaisselle chez moi. Tu choisis une action qui te demande aucun effort, qui te fait pas plaisir, mais qui ne t'embête pas du tout, très neutre. Et moi, faire la vaisselle, ça me fait ça. Ça me saoule pas, mais ça me fait pas non plus très plaisir. Donc, si je passe 20 minutes à faire la vaisselle, j'ai dépensé 20 minutes d'énergie de base, tu vois. Et je connais mon slot d'énergie de la journée. Si j'appelle un service, EDF, les impôts, mon opérateur téléphonique, ce que tu veux, ça me coûte énormément. Ça me fatigue de faire ça. Je te jure, déjà, je vais perdre du temps à les appeler. Je vais le procrastiner parce que j'aime pas ça. Si je passe 20 minutes avec eux au téléphone,
j'ai consommé 2 fois l'énergie de 20 minutes par rapport à quand je fais la vaisselle. Je sais que ça me bouffe 2 fois plus d'énergie. Donc, c'est-à-dire que dans mon agenda, je ne vais pas me prévoir 20 minutes EDF et un autre truc après pour remplir. Dans l'agenda papier, tout tient. Dans l'agenda d'énergie, il faut laisser des grands slots de vide parce qu'il faut avoir conscience qu'on perd beaucoup d'énergie sur certaines tâches, d'autres temps rapportent, d'autres temps enlèvent. Donc, je regarde ces quantités-là, cette dispo de temps, cette dispo d'énergie, cette dispo financière, etc., pour voir si l'idée qui s'accroche un petit peu à moi, elle est possible. En général, je fais ça en premier. Et ensuite, en deuxième, je cherche à comprendre pourquoi j'ai envie de le faire. Ouais, et là, pourquoi. Je descends dans les pourquoi de pourquoi j'ai envie de faire le Zénith de Paris. Parce que j'ai envie de faire une grosse salle. Pourquoi ? Parce que c'est important. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que j'ai aussi envie de populariser le mentalisme. Mais pourquoi tu veux populariser le mentalisme ? Et là, tu descends dans les profondeurs du truc et tu comprends toi-même, en fait, pourquoi tu as eu en fait, tu comprends pourquoi la dopamine a été libérée sur cette idée. Et une fois que tu le comprends, tu as les racines de la motivation de départ. Et c'est génial parce que quand tu commences à avancer sur quelque chose, ta motivation, elle est dopée. Elle est dopée à la dopamine, justement. Ouais. C'est pas pour rien que dopamine d'ailleurs. Donc c'est facile d'avancer. Quand la dopamine arrête de faire effet, quand ça devient un peu difficile, il va falloir persévérer. Et ça, c'est important, la persévérance. La persévérance, c'est quelque chose de décidé. Donc on peut le rationaliser. Et quand tu sais, quand tu as répondu à tous les pourquoi tu es allé sur cette idée, quand tu le sais vraiment, c'est beaucoup plus simple de persévérer. Et de se dire, mais là c'est dur, j'y arriverai. Pourquoi je fais ça, tu vois ? Parce que ça. Et ouais, parce que ça, mon gars, donc j'y vais, quoi, tu vois. Tu le dis d'ailleurs dans le livre, et ça c'est quelque chose que j'avais entendu avec un entrepreneur, qui était que ta vie, la qualité de ta vie, c'est en fonction de la qualité des questions que tu te poses. Oui. Et je trouvais ça très, très juste. Et c'est vrai que dans ton livre, tu le ramènes souvent sous différentes formes, avec le pourquoi, mais aussi tu poses des questions, à se poser, à répondre par écrit, parce que dans la tête, c'est déjà mieux que rien, mais écrire, ça amène à quelque chose de plus. C'est l'énergie. L'écrire ou le dire, d'ailleurs. En gros, on va parler un peu science, dans astrophysique, donc rien à voir. Tu as le temps réel, c'est celui qui s'écoule, c'est celui qu'on vit, toi et moi, 1 minute égale 1 minute, point. C'est inéluctable. Ouais. Et tu as le temps imaginaire. Toi et moi, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le percevoir. On peut le calculer en maths, et on s'en sert, mais on ne le comprend pas. C'est un temps où le présent, le passé et le futur ont lieu en même temps. Donc ça fait, tu vois, tu as mal à la tête, moi aussi. Donc on ne peut pas le comprendre. Au départ, l'univers, c'est un temps imaginaire. Il n'y a rien, il n'y a pas de matière, le temps ne s'écoule pas. Il y a le Big Bang. Le temps réel apparaît, celui qu'on connaît, et en même temps que lui, l'énergie, pour le coup. Et l'énergie, elle fonctionne parce que le temps s'écoule. C'est pour ça que tu vieillis, c'est pour ça que le temps passe, tu vois. C'est pour ça qu'on peut faire cuire un œuf. Enfin, tu vois, s'il n'y avait pas le temps réel, et si l'énergie ne pourrait pas exister, inversement. Et je crois que c'est la même chose pour une pensée. Alors là, on rentre dans une délire limite New Age. En gros, je pense que quand on pense à quelque chose, c'est dans le temps imaginaire. Parce que toutes les options existent, toutes les variations de ça existent, et du coup, on ne le perçoit pas vraiment. Si j'y mets de l'énergie, si je te parle, si je l'écris, si encore mieux, je me pose des questions à l'écrit et que j'y réponds, je mets de l'énergie, parce que la voix, c'est de l'énergie, le mouvement, c'est de l'énergie, et donc là, ça devient réel. C'est passer d'une pensée imaginaire à une pensée réelle. Et j'ai un argument pour ça, parce que tout ça, c'est de la théorie holicardienne. Mon argument, c'est de dire, est-ce que t'as jamais remarqué que quand même, quand tu parles avec quelqu'un d'un sujet, d'un avis ou de quelque chose que tu as envie de faire, tu découvres toi-même l'idée au fur et à mesure que tu l'expliques. Pourtant, cette idée, tu l'avais en toi, mais elle devient plus précise parce que déjà, quand tu en parles, tu veux être clair. Tu veux que la personne, elle te comprenne et en plus, tu veux la convaincre. Donc, tu es en train de mettre de l'énergie sur la meilleure version. C'est comme si tu étais en train d'ancrer un dessin où tu avais fait des petits croquis dans tous les sens, tu vois. Là, tu passes un gros trait noir dessus et ça devient précis pour toi. Et quand j'écris mes spectacles, je travaille avec un gars qui s'appelle Pierre Bock, qui est un très bon copain, très bon mentaliste. Et Pierre, des fois, je dis « Ah ouais, c'est exactement ça, c'est super et tout. » Je dis « Ah là, tu m'as bien aidé et tout. » Et il me fait oui, « J'ai rien fait, quoi. Désolé, aujourd'hui, on a passé 8 heures ensemble, j'ai pas fait grand-chose. » Je dis « Mais si, c'est grâce à toi, ça. » Et tu sais, on en rigole parce que lui, il dit concrètement, c'est pas lui qui a eu les idées, mais concrètement, s'il n'avait pas été ici comme un miroir et un réceptacle à ce que j'avais besoin d'exprimer,
j'aurais pas pu les comprendre, mes idées. Donc tu vois, et c'est parce que je vois aussi son œil qui brille que je me dis ouais, c'est la bonne direction et tout, j'y vais quoi, tu vois. C'est la même relation que j'ai avec mon meilleur ami. Justement, quand on parle, c'est cette énergie-là où il y a une sorte d'effet miroir c'est et incroyable, de fluidité et d'énergie qui passe. Je me posais une question. Tu te considères spirituel? Ah oui. Je peux être étoffé, hein, mais je suis très rationnel dans le fond, dans la forme, dans les faits. Mon image grand public est encore plus rationnelle parce que j'ai un métier qui peut paraître border, le mentalisme. Et si demain je commence à parler de choses qui sont non rationnelles et auxquelles je ne crois pas d'ailleurs, je vais tendre le bâton pour me faire battre. Tous ceux qui depuis 10 ans se disent ça doit être un gourou. Tu vois, ils auront raison. Par contre, dans ma vie personnelle, je suis spirituel. Je suis pas croyant en une religion particulière, par exemple, mais j'ai ma spiritualité. J'aime méditer avec une orientation de bienveillance. J'aime croire que quand même dans le monde qui nous entoure, tout est quand même vachement bien relié et les mathématiques ont tendance à, au contraire, me renforcer cette impression d'un hasard qui n'existerait pas, tu vois. Je suis pas franc-maçon, mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même que l'horloge, elle est bien foutue et que peut-être s'il y a pas un horloger derrière, il y a une énergie d'horloger derrière, tu vois. Donc j'ai une spiritualité, ouais. Qu'est-ce que tu penses de, justement, quand tu parles là du côté mentaliste, d'ailleurs, je sais, tu dis quelque chose sur scène, je sais pas si c'est ce que tu penses en vrai, tu dis les magiciens attirent les colombes, les voyants les pigeons. Oui, c'est vrai. Et je me posais la question, parce que c'est vrai que c'est impressionnant quand on te voit, j'ai vu des vidéos, des interviews où je me dis mais comment, enfin t'avais fait des vidéos qui ont cartonné d'ailleurs sur YouTube sur les lectures à froid de gens que tu ne connais pas et tu les décris et à chaque fois tu trouves leur signe astrologique. Oui, souvent. Souvent, tu tombes dessus. Je me dis mais comment c'est possible en si peu de temps que tu saches autant de choses sur quelqu'un, et je me dis mais en fait tu pourrais être voyant. Ah non, mais ça c'est sûr, j'aurais pu faire carrière dans l'escroquerie. Moi j'ai pas de... Alors sur scène c'est très important pour moi de rappeler que j'ai pas de pouvoir, que j'ai pas de don particulier, parce que c'est vraiment le cas, j'ai pas de don, j'ai pas de pouvoir, donc je veux pas qu'on prenne des vessies pour des lanternes. Dans la vraie vie, j'aurais pu être un James Randi aussi, c'est-à-dire un débunker de charlatans. C'est pas ma mission de vie. Tu vois, il y en a qui le font et qui le font très bien. C'est pas ma mission de vie. J'ai plutôt tendance en fait à comprendre, à respecter, à tolérer et à croire que tout peut exister en même temps à partir du moment où il n'y a pas abus. Tu vois, moi je connais beaucoup de gens dans mon entourage amical qui se disent savoir tirer les cartes ou des choses comme ça. Bon, j'ai pas l'impression qu'ils font du mal aux gens. Tu vois, ils leur prennent pas d'argent, ils leur prennent pas... Je vois pas trop d'intérêt parce que j'ai l'impression qu'on pourrait catégoriser en fait les voyants en 3 catégories. Les personnes qui savent qu'elles ont aucun don et qu'ils savent qu'elles sont en train de faire du charlatanisme, du coup, en tout cas qu'elles font semblant de faire. Je pense qu'on peut après ranger les personnes qui pensent qu'elles ont un don, mais quand moi je les vois travailler, je vois les techniques qu'elles utilisent sans se rendre compte. Et c'est plus des femmes psychologues, en fait, en réalité, que des voyants, selon moi. Et après, on peut catégoriser probablement, ça j'en sais rien du tout, jusqu'à preuve du contraire, j'en ai pas rencontré moi, c'était le cas, mais des personnes qui auraient un réel don, un réel pouvoir. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que j'ai tendance à croire que ça n'existe pas, puisque je n'en ai pas rencontré, j'ai pas rencontré de témoignages assez probants, tu vois. Mais le fait que ces 3 catégories existent me dérange pas tellement, à partir du moment où ceux de la première catégorie, qui savent qu'ils n'ont pas de don et qui font semblant d'en avoir un, ne l'exploitent pas pour faire du mal aux autres, tu vois. C'est le seul truc. Mais tu vois, par exemple, pour les vidéos de cold running, il y a ce que je dis, donc il y a ce que je trouve sur les gens, il y a tout ce que les gens me disent sans s'en rendre compte. Tout ce qu'ils vont me valider avec un petit oui de la tête, qui va être un fil à tirer. Tous les... parce qu'on appelle ça un peu l'effet Barnum, je peux te dire tout et son contraire et tu vas te tomber dedans, tu vois. Si je rencontre une personne demain et que je lui dis « Oh, je savais pas que tu avais ce talent-là », la personne va me dire « Quel talent ?» Je dis « Tu sais, ce petit truc-là,
Si, il y a un truc que tu fais. Le cerveau n'aime pas le vide, donc le cerveau Ouais. de l'autre veut mettre un sens à ce qui vient d'être dit. Donc il va scanner qu'est-ce qui pourrait correspondre à ce que je viens de dire, tu vois. Et si moi j'enchaîne en disant mais c'est quoi, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est du dessin, et la personne là je la mets sur un truc créatif et tout, et que la personne me fait ah non mais je fais mes vêtements moi-même. Moi je vais faire mais c'est ça bien sûr. Et la personne elle va retenir de ça parce que la mémoire fait son office, on a des parenthèses d'oubli. Dans 2 jours elle va dire Olicard il m'a vu, il m'a dit direct toi tu fais des vêtements. Alors que c'est pas vraiment ça qui s'est passé, tu vois. Donc je peux mélanger toutes ces techniques là pour donner l'illusion de savoir exactement qui tu es, avec aussi un peu de technique à la Sherlock Holmes, tu vois. Pour les signes astrologiques, il y a des fois où j'utilise, alors c'est un principe psychologique, hein, il faut que, si la personne connaît bien son signe et connaît bien tout ce qui est dit sur son signe, en fait c'est un effet, on appelle ça l'effet Dorian Gray, elle a tendance à se réapproprier les caractéristiques de son signe. Ça marche aussi pour les prénoms, c'est très chelou, mais ça c'est scientifique. Donc ça je peux le trouver comme ça. Je peux le trouver aussi avec un petit peu de chance, parce que j'ai une chance sur 12. Et si je m'autorise 2 chances, j'ai une chance sur 6. C'est pas si déconnant, tu vois. Et puis parfois, il s'est passé des trucs merveilleux. Hein. C'est la personne, elle arrive, elle s'assied, elle range juste son collier, et sur son collier, il y avait son signe astrologique ou sa date de naissance. Tu vois, donc je peux être les 3 catégories de personnes, moi aussi, quand je fais du cold reading. Le cold reading, c'est vraiment exploiter tout ce que tu peux en psychologie, en effet Barnum aussi, en lieu commun, en hot reading, c'est-à-dire en lecture, comme ça. La lecture à froid, ça veut pas dire ne pas chercher à glaner l'information. Ton Mandela que tu as sur le bras, c'est le premier truc que j'ai vu en arrivant, tu vois. Je l'ai associé à ton collier rapidement, parce qu'on peut se faire un personnage de soit qui tu es, soit en tout cas qui t'a envie d'exprimer que tu es, tu vois. Donc tout ça est très intéressant. Ouais, ça me passionne. Je pourrais t'écouter parler pendant des heures de ce sujet. Je pense que la compréhension humaine et en fait le fait que t'aimes ça, c'est la question que j'avais envie de te poser. C'est quoi qui te fait kiffer aujourd'hui ? Toujours la même chose, ça c'est fou. Hein. Depuis l'âge de 8 ans, à peu près, les sujets qui me font kiffer aujourd'hui existent. Donc, ça va faire 32 ans que tout ça me passionne. Et je suis très heureux parce qu'en fait, tous les métiers que j'ai fait et que je fais, donc auteur de livres, artiste sur scène, du coup un peu entrepreneur, je suis chroniqueur à la radio aussi, enfin tu vois, conférencier et tout, tous exploitent le même socle commun, hein, ma passion pour l'être humain, pour le fonctionnement de l'être humain, pour la curiosité d'une manière générale. Et du coup, quand on me dit « Ah, tu fais plein de métiers différents », je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, j'exprime de toutes les manières possibles les mêmes passions en fait en réalité, tu vois. Ça part plus dans ce sens-là, tu vois, mais ça se rejoint en un unique point. Et tu vois, le parler du cerveau par exemple, ça c'est un truc que j'adore. Je suis pas expert dans le sens où j'ai pas fait des grandes études, je suis pas un doctorant moi, hein, j'ai pas de doctorat dans quoi que ce soit. Je lis les travaux des experts pour les essorer et récupérer des gouttes utiles pour moi. Quand je l'exprime sur scène, c'est cool, mais la scène, faut que ça reste un divertissement, on est là pour se marrer, donc on va pas aller trop en profondeur. Mais quand je l'exprime en vidéo, c'est sympa, parce que je peux faire un focus sur un point précis. Mais je peux pas aller encore dans une certaine profondeur. Il faut encore que ça reste un divertissement. Quand j'écris un livre, je peux aller encore plus profond. Là, c'est intéressant, tu vois, je peux enlever des couches de divertissement. Donc en fait, ce qu'on appelle être différentes activités pour moi, c'est toujours la même, mais ça me permet des degrés de profondeur, de fond et de forme différents les uns des autres. Donc ça se complète, et le fait que ça se complète, ça m'épanouit, d'où le fait que je te dise en tout début de podcast, je m'épanouis dans la diversité en fait, parce que tout se complète, c'est un puzzle qui s'emboîte. Ça fait écho de toute façon sur tous mes projets aussi, et cette idée que la vie est tellement riche et que quand on a cette envie d'aller sur plein de choses, on peut y aller. Ce sera ma dernière question, parce que je sais que t'es un peu pris par le temps. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Repartir à zéro régulièrement. Tu vois, on m'a jamais posé la question en ces termes, donc j'ai jamais donné cette réponse-là. Mais de plus grand, parce que souvent on me dit de quoi t'es le plus fier et tout, mais de plus grand, c'est vraiment de passer de phase où je gagne très confortablement ma vie à je vais faire ça, c'est rigolo, et je gagne plus du tout bien ma vie. Tu vois, quand je suis arrivé à Paris pour le théâtre, moi je gagnais bien ma vie en conférence à l'étranger. En quelques mois, je me suis mis quand même à devoir compter mes centimes pour prendre le métro, tu vois. Et j'ai pas de souci avec ça.
un jour, j'étais dans les loges d'une très grande salle de spectacle. Et j'ai fait un point bonheur, je m'en fais des fois. Donc la question était, est-ce que je suis heureux maintenant ? Je crois que oui. Est-ce que je suis plus heureux maintenant qu'il y a un an ? Non, je crois que c'est pareil. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et est-ce que je suis plus heureux maintenant qu'à ma situation initiale ? Ma situation initiale, c'est j'ai 18 ans et j'habite dans une toile de tente, dans un camping, parce que je ne peux pas me payer un loyer. Et en plus, la bouffe que je mange, c'est un gars avec qui j'ai partagé l'emplacement de camping et qui est à l'arrière des camions poubelles et qui récupère les trucs que jettent les grandes surfaces, tu sais, parce que genre ils ont un yaourt d'abîmé, ils jettent la palette, quoi, tu vois. Ouais. Bon, on mangeait très bien. J'ai jamais autant bien mangé de ma vie, du coup, gratos. Mais du coup, tu vois, c'était une forme de précarité, quoi. Est-ce que j'étais donc plus heureux dans les loges de cette grande salle de spectacle à bien gagner ma vie, ou est-ce que j'étais plus heureux quand j'étais dans ma toile de tente ? Eh bien, la réalité, c'est que j'étais autant heureux dans ma toile de tente que dans cette loge de spectacle. Ce qui veut dire que le confort matériel et de la sécurité ne font effectivement pas partie de mes mantras. J'ai de la chance. Que je m'y adapte facilement et que même si je préfère ma situation actuelle, tu vois, je préfère avoir mon lieu, je préfère avoir les moyens de mettre en place mes projets. C'est trop cool, ça me fait du plaisir quotidien. Ça, c'est super sympa, quoi. Mais mon bonheur n'en dépend pas. Mon bonheur, c'est d'être libre et autonome, point, tu vois. Ouais. Donc, je suis fier d'avoir été capable à chaque fois de me dire, contre vents et marées, hein, contre l'avis de la famille, contre l'avis des amis, de « Non, mais moi, j'ai essayé ça, ça me plaît, là, j'arrête tout ça, et pour l'instant, je fais un peu ça, de « Mais t'es fou, tu vois ?» Et si ça marche pas, j'irai moins souvent au restaurant. Hein. Et puis voilà, quoi. Ouais, mais si tu peux plus payer ton loyer, je prendrai un loyer moins cher. Qu'est-ce que je te dise, quoi, tu vois. C'est pas très grave. J'adore. Enfin, je pense que c'est un beau message de fin pour cet épisode parce que ça permet aux gens d'oser, effectivement, de voir quelles sont ses valeurs, ses mantras, mais de le faire en fonction de ses mantras, mais en tout cas de voir aussi que si ça ne touche pas ses propres valeurs, en fait, on peut oser beaucoup de choses et repartir à zéro. Je pense que quand on parle, en fait, ça me touche énormément parce que j'ai du mal, moi, à repartir à zéro et ça me touche quelque part et quand je t'écoute, ça m'inspire et je me dis, mais c'est possible. Et j'ai un conseil à te donner. Vois ça comme des nouvelles parties d'un jeu. Parce que s'il y a un truc qui est trop cool, c'est que tu vas pouvoir revivre toutes les étapes d'accomplissement quand tu repars à zéro. Tu vois, moi j'avais ouvert une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Fabien Olicard, la deuxième chaîne. Putain, j'ai jamais été autant motivé à ramener une chaîne à 100 000 abonnés pour avoir le trophée, tu vois. Ouais. Je revivais ces étapes-là, c'était trop cool, tu vois. Et dès que tu repars à zéro dans un nouveau domaine, putain, t'as tous les plaisirs des paliers. Parce que les plaisirs des paliers, ils sont très éphémères. Hein. Tu ressens ce plaisir et puis après, c'est la vie continue et ça augmente. Donc voilà, dis-toi que tu as cette chance-là. En fait, tu pourras pas apprendre à faire du vélo 2 fois dans ta vie. Tu sais faire du vélo. Donc l'excitation que tu as eue, le premier moment où en donnant les coups de pédale, sans les roulettes, ça avançait, ça roulait, cette expérience-là, tu pourras jamais la revivre. Par contre, dans ce que tu entreprends dans la vie, ça tu peux. Tu vas pouvoir, à chaque fois que tu repars à zéro, revivre ces expériences et ces étapes. En vrai, c'est cool. Donc, l'excitation que j'ai eue à faire ma première interview avec Fabien Olicard, c'est terminé. Oui, la prochaine fois qu'on se verra pour une autre interview, tu verras, ce sera un peu plus fade pour toi. Ce sera moins excitant. Je serai ton deuxième date. Merci Nico. Merci beaucoup. On peut retrouver ton livre « Votre idée va devenir réalité » pour toutes les personnes, et je le dis vraiment parce que c'est un guide parfait pour mettre son idée dans la réalité. Tous les autres livres autour du cerveau humain et aller te voir sur scène, Archétype. Je pense que c'est génial pour savoir. T'as un peu spoilé un peu la fin, mais néanmoins ton humour sur scène est incroyable. Donc. Merci Nico, merci beaucoup. À très bientôt. Bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet échange avec Fabien Olicard jusqu'au bout. Dis-moi, qu'en as-tu pensé ? Est-ce que ça t'a donné envie de suivre tes envies, de suivre tes projets, de les concrétiser ? J'espère que oui. Je trouve que Fabien, c'est ça. C'est cet artiste qui est à la fois dans ce côté créatif, mais en même temps dans cette matière, parce qu'on réalise les choses. Si tu as des envies, ne les garde pas dans ta tête. Va au charbon, comme on pourrait dire, et réalise tout simplement tout ce qui te fait rêver. C'est ce que je te souhaite. En tout cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles
étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Vraiment, je le répète souvent, mais c'est en laissant à chaque fois un message ou en laissant 5 étoiles que ça référence davantage mon podcast, et c'est en le référençant que je gagne en notoriété sur les plateformes, et c'est comme ça que j'arrive à avoir davantage de personnes qui ont une certaine notoriété pour aller justement leur poser ces fameuses questions et prendre du temps avec eux pour apprendre à les connaître. Donc s'il te plaît, n'hésite pas à le faire, ça te prend 2 secondes et franchement c'est beaucoup pour moi. Bon, en tout cas, je te dis à très très bientôt et puis oui, à bientôt tout simplement pour le prochain épisode. Allez, salut.